que l'alternance au pouvoir est gage de développement du pays? C'est ce que je vous dis. L'alternance est Illusion? un pilier de la démocratie. C'est pas ça la démocratie. Donc, si vous pensez que si vous réduisez la démocratie à l'alternance pour dire qu'elle n'est pas gage de développement, parce que vous avez utilisé un mot fort quand même, gage, non. Le gage de développement, c'est le travail au quotidien, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Maintenant, si vous faites l'option démocratique, vous avez des choses à respecter, notamment l'alternance, notamment les élections, surtout transparentes, notamment l'état de droit, notamment le respect de la majorité et de la minorité. Voilà, ce sont les et la limitation des mandats pour vous? Aussi, oui, pour moi, écoutez... Est-ce que pour vous, c'est aussi démocratique? Parce qu'il y a certains analystes qui estiment que la limitation de mandat aussi tord un peu le cou aussi à une sorte de démocratie. C'est ceux qui veulent vendre la dictature, voilà, qui le disent clairement et qui assument. Les États-Unis ont une durée de mandat de 4 ans, nous en avons 5, je crois que récemment le Gabon a choisi 7 ans. Bon, le développement n'est pas lié à ça. Nos frères africains anglophones, pour l'essentiel, je pense au Ghana, je pense au Nigeria à côté, ont une limitation de mandat, ils sont de 4 ans. Ils ne sont pas moins développés que nous. Donc, je veux dire, c'est des faux débats qui sont, je dis souvent, spécifiques aux pays francophones. Voilà, nous avons un esprit particulier dans le milieu francophone, mais nous le sommes, donc nous assumons. Puisque vous parlez de développement et tout, la jeunesse béninoise, quelle est réellement sa place en ce qui concerne le développement du Bénin? Mais ça aussi, ça fait partie des débats qui en fument. Moi, je ne connais pas une seule société au monde qui se soit construite dans ce qu'on appellerait un conflit intergénérationnel. Il n'en existe pas. À tout moment, il y a toujours 3 générations, parfois 4, dans les pays où l'espérance de vie est très élevée, qui cohabitent. Vous avez les enfants, vous avez les parents, vous avez les grands-parents en général. Mais la société a toujours été construite par le travail de ces 3 générations. Alors évidemment, il y a des gens qui ont des intérêts, comme on dirait dans le jargon constructiviste, des gens qui ont intérêt à construire des identités spécifiques. On est jeune. Moi, je connais des gens qui ont été ministres très très jeunes et qui ont été d'une efficacité redoutable, comme je connais des gens qui sont du 3e âge, qui ont été d'une inefficacité redoutable. Donc vraiment, c'est pas lié à ça, c'est pas lié à la jeunesse. C'est pareil pour l'histoire des femmes, excusez-moi du peu. Bon, ça fait partie des débats constructivistes qui permettent à certains de se maintenir. Mais je ne suis pas sûr que ce soit utile de créer des conflits intergénérationnels comme ça dans la société, opposer les jeunes aux vieux, les vieux aux plus vieux. Non, c'est pas comme ça qu'on construit une société. On construit une société dans l'harmonie. Et là, il l'a rappelé tout à l'heure, votre collègue, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Voilà. Comment évaluez-vous les relations entre le Bénin et les autres pays, notamment les autres pays de la sous-région, notamment les pays de l'AES? Mais écoutez, nos relations se sont brusquement dégradées à la suite du coup d'État du Niger. Pas le coup d'État du Mali, pas plus d'ailleurs que celui du Burkina. On a eu un problème spécifique avec le Niger. Et ce n'est pas lié au Bénin. C'est pas lié au Bénin, c'est lié, par exemple, au contraire, à une décision de la CEDEAO que nous avons appliquée. Je ne sais pas ce qu'on attendait de nous de faire autrement. Nous sommes en plus en ligne de front. Dans le cas du Niger, il y a seulement 2 pays de la CEDEAO qui étaient en ligne de front, c'est le Bénin et le Nigeria. C'était donc à nous d'appliquer prioritairement les décisions. Lorsque il y a une crise similaire en Gambie, le seul pays qui était en ligne de front, c'était le Sénégal, parce que c'est un pays entièrement incrusté dans le Sénégal. Et donc, quand il s'est agi d'appliquer la décision de la CEDEAO, c'est le Sénégal qui a été le fer de lance. C'est pareil, c'est partout. Et donc, chez nous, effectivement, c'était le Bénin et le Nigeria de faire, quand on a demandé la fermeture de la frontière, c'est pas le Burkina qui allait fermer la frontière avec le Niger, c'est pas le Mali non plus, donc il ne restait que le Nigeria et le Bénin. Donc, nous l'avons fait parce que c'était une décision collective de la CEDEAO. On nous l'a reproché, je pense que le président de la République, dans
toute l'humilité qui le caractérise, a dit sur les plateaux de télévision, devant la presse nationale et internationale, tout le regret qu'il a eu à faire ça parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Je me souviens bien qu'au cours de cette interview, il a même lancé la question aux journalistes, à ma place, vous auriez fait quoi? Je suis président d'un pays membre de la CEDEAO se réunit régulièrement, prend une décision, je ne dois pas la respecter parce que c'est mes voisins. Bon, voilà, si c'est comme ça, il n'y a plus de CEDEAO, il n'y a plus de règles. Je pense qu'il aurait dû penser aux intérêts du pays. Oui, c'est ça. J'ai entendu ça. Mais il aurait fait ça. Les intérêts du pays, c'est aussi le fonctionnement normal de la CEDEAO. De la communauté. De la communauté. Donc, je pense que c'était une situation difficile. Moi, ce que j'apprécie, c'est le fait que le président, de façon très élégante, soit revenu lui-même là-dessus. Malheureusement, tout ne dépend pas que de lui. Nous avons des partenaires qui, pour l'instant, ne veulent pas entendre ces mots de regret. Et justement, dans cette lancée dans cette démarche avenante du président Talon, il a même invité les pays de l'AES dans le cadre de la célébration du 1er août qu'on a célébré il y a quelques jours. Mais on a remarqué que ces pays ont été absents, n'ont pas répondu présent à cette invitation. Comment pourrait-on évaluer ce silence-là, cette non-acceptation et cette absence? Non, ça veut dire simplement que nos amis de l'AES ne sont pas encore dans l'état d'esprit d'oublier ce qui s'est passé. Quand c'est comme ça... Malgré le temps, oui, non, justement. Peut-être que le temps, il n'y a pas encore eu assez de temps. Il faut donc laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Oui, je pense. Président Victor Tokpanou, pour progresser, on parle toujours de Patrice Talon, on parlera de lui jusqu'à 2026 et même après 2026. Ah si, il a marqué le pays, on parlera de lui pendant très longtemps. Et justement, c'est la question que je m'avais vous poser. Pour vous, quel est l'héritage politique de Patrice Talon? Nous ne parlons pas encore d'héritage. On a encore quoi? On ne doit pas encore en parler? Moi, non. Si vous parlez de l'héritage maintenant, tout ce qui viendra après, vous allez le mettre dans quelle catégorie? Attendons encore quelques mois. Pour vous, il s'agira d'un dauphin ou de l'homme providentiel? Ah, vous voulez parler de la succession? Oui. Oh, je ne sais pas. Il n'y aura pas d'homme providentiel, il n'y aura pas de dauphin, il y aura un successeur. Un successeur. Voilà. Vous vous voyez par exemple dans cette peau? Moi? Oui. Oh non, ça ne se passera pas comme ça, pas sur un plateau de télévision. Non, je ne pense pas. Non. Parce qu'on entend dans certains partis politiques, certains sont candidats à la candidature. Oui, bon, ces partis feraient mieux de nous imiter. À l'UPR, nous sommes beaucoup plus disciplinés, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Nous sommes le plus grand parti du Bénin, en tout cas, au jour d'aujourd'hui. Donc vous pensez que ces partis devaient rappeler à l'ordre leurs militants, c'est ça? Je pense que oui, c'est le minimum, sinon ça n'a aucun intérêt. Sauf si c'est le parti lui-même qui ouvre la foire aux candidatures et donc tout le monde entre dedans, tout le monde se présente, en tout cas ceux qui ont l'intention peuvent se présenter. Mais si le parti n'ouvre pas, je veux dire, la foire ou le marché aux candidatures et que chacun dans son coin le fait, c'est plus un parti. Est-ce que ce n'est pas l'expression de la démocratie au sein du parti qui peut amener... Non, l'expression de la démocratie, c'est qu'ensemble, ils aient convenu d'une période pour ça, que la période arrive et que tout le monde, donc, à ce moment-là, se lance. Mais si le parti n'a pas prévu, et que si eux-mêmes ne se sont pas entendus pour prévoir une date et que du jour au lendemain, chacun se lève dans son coin, ils fragilisent le parti. Ils fragilisent le parti à ce niveau-là. Pour vous, quelles doivent être les qualités que le successeur doit avoir? C'est une question à laquelle je n'avais pas pensé, mais si vous me posez cette question que je dois vous répondre, la personne doit être une parfaite synthèse entre Soglo, Kérékou, Yahi et Talon. Et il vous a demandé les qualités du successeur du prochain candidat. Moi, j'aimerais plutôt demander les majeurs défis qu'il attend, qu'il devra relever. Oui, d'abord, essayer de maintenir le cap. Ça ressemble fort au slogan d'un parti, mais c'est très important. Je fais partie de ceux qui pensent que le président Talon a amené le pays à un niveau où jamais qu'on n'a jamais atteint. Il ne faut pas qu'on redescende. Donc, il faut que le successeur puisse être en capacité de maintenir le cap. Et ensuite, faire mieux. Mais comment le contraindre à faire mieux? Le contraindre, ça c'est différent, ça c'est l'opinion. C'est vous qui faites l'opinion, la presse. Si vous avez demain un président qui commence par détruire tout ce qui a été construit, puis vous le laissez, qu'il a le sentiment qu'il n'y a aucune opposition en face, il va continuer. Mais s'il commence, que l'opposition à l'Assemblée lui dit attention, nous avons des acquis collectifs, parce que tout le monde s'est sacrifié pour avoir ces résultats d'aujourd'hui. Tout le monde.
Il y a je veux dire, les populations les plus fragiles qui n'avaient au départ que de petits commerces et qu'on a essayé de soumettre à une imposition, même peut-être qu'ils ne le payaient pas, mais que de façon effective, ils ont commencé par le payer. Tout le monde paye régulièrement ses impôts. Si vous ne les faites pas, vous avez droit à un redressement fiscal. Bon, donc, je veux dire, quand on a fini de faire ça, on a eu droit à un effort collectif. Tout le monde s'est mis à, comme disait le président de la République au départ, tout le monde s'est serré la ceinture. Voilà. Et donc aujourd'hui, les résultats d'aujourd'hui... Est-ce qu'elle a déjà desserré cette ceinture aujourd'hui? Non. Mais on a juste enlevé un trou? Non, je pense qu'il n'a pas intérêt à l'enlever avant de partir. Peut-être que si on doit desserrer la ceinture, ça doit être la prochaine gouvernance. Mais pas celle-ci. Parce que si le président, après avoir tenu de cette manière un peu plus de 9 ans, dans les derniers mois, il baisse la garde, ce serait un désastre. En tout cas, c'est ce que je pense. Il ne m'a pas demandé mon avis, mais s'il demande mon avis, je ne lui conseillerais pas de descendre la garde. Si descendre de garde, il doit y avoir, ça doit être après lui, pas avant lui. Après lui, pas avant lui, Billy. Monsieur Tonkwanou, comment le Bénin peut-il promouvoir la bonne gouvernance et sinon la transparence dans la gestion des affaires publiques? Vous croyez qu'on n'en a pas assez pour l'instant? Oui, on a de la bonne gouvernance. Je crois que tous les indicateurs internationaux nous placent dans les meilleurs positionnements. Nous avons une criette. Ils trouvent que c'est pas assez. Peut-être qu'il faut créer une deuxième criette. C'est pas moi qui trouve. Bon, c'est pour dire que nous avons mis en place tous les instruments. Certains estiment que cette criette-là serait le bras armé de l'exécutif pour parfois régler légalement des comptes politiques. Ça peut être perçu comme ça, mais il ne faut jamais dévier ça de ses fondamentaux. Parce que de toute façon, vous ne ferez jamais l'unanimité. Si vous ne m'aviez pas dit que certains estiment le contraire de ce que je pense, je me serais inquiété, j'aurais pensé que nous étions en dictature. Non, non, et il est normal, la démocratie, c'est la pensée plurielle, la diversité de la pensée. Et donc, que les gens pensent le contraire parfois, jusqu'au contraire même de ce qui est fait, c'est logique. Le rôle du gouvernement et des soutiens du gouvernement, c'est d'apporter les explications, la pédagogie qui va avec, et c'est ce que nous faisons. Nous essayons d'expliquer au mieux. Au mieux. Au mieux. Prudent Victor Tonkwanou, on vous sent quand même ardent défenseur des acquis de Patrice Talon, si on peut le dire ainsi, depuis qu'on a commencé cette émission. Mais il y a un problème, c'est que, en toute objectivité, les observateurs reconnaissent les acquis qu'on voit par exemple derrière sur les écrans, la place de l'Amazon, tout ce qui a été effectué par Patrice Talon, mais on constate que sur le plan politique, pour certains, c'est un désastre. La réforme du système partisan, elle a créé beaucoup de dégâts. Et à la fin, on constate aujourd'hui que, à quelques mois d'une élection présidentielle, on a dit tout à l'heure que c'est le fruit des réformes, mais il se fait que ce ne seront pas les partis politiques qui vont véritablement décider pour 2026, mais Patrice Talon ou Boni Yayi. Deux ou trois choses à travers ce que vous dites. La première, c'est quand vous me montrez les réalisations derrière. Moi, je fais partie de ceux qui ne discutent plus des réalisations de Patrice Talon. Ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas. Je ne perds plus le temps à discuter des infrastructures de Patrice Talon. Il y en a encore qui le font, c'est qu'ils sont de mauvaise foi. Donc, prenons le temps pour faire autre chose. Deuxième chose, je suis quand même surpris que vous opposiez Patrice Talon et Yayi d'un côté et les partis, la réforme du système partisan de l'autre. Je suis désolé, mais le président Yayi n'est pas le président Yayi Boni. Il est le président, mais il est également le président des démocrates. Donc il participe, il est un acteur actif du système partisan et de sa réforme. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Et le président Talon ne peut pas être président d'un parti, c'est pas parce qu'il est devenu président de la République. Sinon, s'il ne l'avait pas encore été, il aurait été membre de l'un ou l'autre des deux partis qui ne soutiennent pas deux, il y en a 5 d'ailleurs, demeurant. Il aurait été membre de Renaissance nationale. Voilà. Il aurait été membre d'un de ces partis. Donc, ils ne sont pas opposables à la réforme du système partisan. Ils sont des acteurs. Aujourd'hui, nous qui sommes de la mouvance, nous n'avons aucune difficulté à dire que notre leader charismatique, c'est le président en exercice. Ça peut ne pas être le cas dans ces cas. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Donc, on ne peut pas nous opposer le président Patrice Talon. Mais aujourd'hui, ça veut dire que les partis politiques de la mouvance vont attendre exclusivement le mot d'ordre de Patrice Talon. Non, pas exclusivement. Il y a un mécanisme qui sera mis en place, c'est tout, que vous verrez, qu'on connaît déjà dans les grandes lignes. Nous avons
nous avons au moins 3 structures qui vont être mises à contribution. Je pense au comité des sages. C'est le des rares partis au Bénin qui a ce comité des sages, dans lequel vous avez tous les grands noms de la politique béninoise depuis 1991. Je pense à Moussou Bruno, je pense à Boubedji jusqu'à une date récente, je pense à Nago, je pense à Idi Kolaolé. Bon, en tout cas, nous avons, je pense, nous avons quand même un comité des sages relativement conséquent. Voilà. Des gens qui ont l'expérience de la gestion de l'État. Ce commentaire en janvier dernier. Oh, je pense que ça reflète son état d'âme. Moi, je vais pas me mettre à critiquer l'état d'âme d'un acteur politique, encore plus d'un aîné. Non, il s'est expliqué de bout en bout. Si vous voulez des gens pour commenter ce que le président vous dit, vous en trouverez. Mais moi, je suis pas là pour ça. Je pense que je ne le ferai pas. On parle de réforme système partisan, oui. Bon, voilà. Et donc, nous avons cette première strate dans notre parti. Nous avons ensuite la HDP, ce qu'on appelle la haute direction politique. Juste en deçà, nous avons la direction exécutive nationale qu'on appelle l'ADEN. Et je pense que c'est l'ensemble de ces 3 structures qui vont se mettre ensemble pour faire le choix. Et de toute façon, quand le choix sera annoncé, vous verrez que tous les membres de ces différentes structures monteront au créneau pour le défendre. Pour le défendre. Doit-on s'attendre à un duo homme-femme? Ça dépendra, mais l'élégance contemporaine voudrait qu'il y ait un homme, une femme, peu importe l'ordre d'ailleurs, ça m'est égal, mais je pense que... Une femme présidente? Je pense que nos compatriotes sont peut-être pas prêts, mais moi je suis prêt. Une femme présidente ne me dirait absolument rien. L'essentiel c'est qu'elle fasse bien le job. Moi je veux un président qui puisse être à tout le moins au niveau actuel du président Talon, si ce n'est plus. On ne peut pas avoir plus, c'est dommage. On va parler un peu de la réforme du système partisan et du code électoral. La réforme du système partisan aujourd'hui, le paysage politique, comment vous l'observez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que après plusieurs années d'expérimentation de cette réforme-là, est-ce que vous pensez que le personnel politique a véritablement compris l'essence de cette réforme-là, ou la plupart attendent l'après-Talon pour renouer avec les anciennes commodités? Il y a un risque. Vous avez raison, ça c'est une question très pertinente. Mais ne vous y trompez pas. La réforme du système partisan a combien d'années d'ancienneté? 6 ans. On a commencé, les premières lois ont été adoptées en 2019, avec 2018, mais révisées en 2019. Voilà. La révision constitutionnelle n'est intervenue qu'en 2019. Pour moi, je date ça de 2019 parce que la révision constitutionnelle était la source principale de toutes les autres réformes légales. Et donc oui, ça ne fait que 6 ans. Et on veut qu'en 6 ans, on ait suffisamment intériorisé, ou je dirais même mieux intériorisé que ce qu'on faisait depuis 30 ans. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et c'est pour ça justement qu'il ne faut pas l'arrêter maintenant. Si vous l'arrêtez maintenant, c'est que vous faites marche arrière, vous retournez dans l'ancien système. Parce que ce sont les mêmes acteurs qui ont appliqué l'ancien système pendant 30 ans. Qui sont là aujourd'hui. Donc, parfois, ils en oublient même qu'ils sont dans un nouveau système. Ils continuent d'avoir des réflexes de l'ancien système. Et la seule solution, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure en début d'émission, c'est le temps. Il faut laisser le temps au temps. Est-ce que aujourd'hui la réforme du système partisan a produit tous ces effets? La réponse est non. La réponse est absolument non. Est-ce que aujourd'hui il y a des choses à reprocher à l'état actuel de la réforme? La réponse est oui. Comme comme ce que vous constatez, les gens arrivent à trouver que le fait de ne rien entendre depuis 6 mois, ou en tout cas moins de 6 mois des élections, est une catastrophe. Ils le disent pourquoi? Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais si ça se répète 1 fois, 2 fois en 2031, on a la même chose, 2036, on a la même chose, plus personne ne considérera que c'est une anomalie. Mais aujourd'hui, à l'évidence, dans l'esprit des gens, c'est une anomalie parce qu'ils étaient habitués à autre chose. Ils étaient habitués à autre chose. Et puis, par exemple, comme c'est la première fois que nous allons aux élections générales, il est évident qu'en 2031, ça ne sera plus jamais la même chose. C'est impossible. On n'aura plus le même format. C'est sûr que si en 2031, ceux qui sont là trouvent que le système est bon, mais que le fait que les candidatures aient été annoncées relativement tard n'était pas une bonne chose, ils vont réajuster.
Ils vont se dire, bon, jusqu'à 1 an avant, c'est pas si grave que l'on le croit. Donc, forcément, mais dans le cadre de la réforme du système partisan. Et donc, ces réajustements, pour moi, vont de soi et ne peuvent s'imposer qu'avec l'expérience. Comment voulez-vous corriger un système que vous n'avez pas appliqué? Monsieur Tompanou, puisqu'on parle de réforme du système partisan, on parle également de code électoral. Ce code est toujours, jusqu'à récemment, décrié par les partis, les acteurs de l'opposition qui trouvent qu'il est exclusif. Et même une partie de la société civile aussi qui demande sa relecture. Même si le chef de l'État a dit qu'il ne reviendra pas là-dessus, il y en a qui continuent d'insister sur la révision, sur la relecture du code électoral. Doit-on la réviser ou elle est parfaite? Autant j'apprécie le développement de la question, autant la chute ne me rassure pas. Vous ne pouvez pas opposer la perfection d'un test à la révision. Non, aucun test n'est parfait. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ça. Donc, il ne s'agit pas, personne n'a dit qu'on avait fait un test parfait. Par contre, vous voulez réviser quelque chose que vous n'avez jamais appliqué. N'ont-ils pas raison de demander cette révision-là? Que vous n'avez jamais appliqué. Puisqu'ils parlent d'exclusion. Mais en quoi est-ce que c'est exclusion alors même qu'on n'a pas appliqué? D'ailleurs, selon l'opposition, c'est pour l'exclure que ce code électoral a été mis. J'entends bien, mais est-ce qu'on est allé aux élections, ils ont été exclus? Mais, vous comprenez ma préoccupation? Oui, ils en parlent, puisque... Oui, non, mais je sais qu'ils en parlent. Par exemple, de l'interdiction de certains meetings. Ça, c'est pas la réforme du système. Non, ce n'est pas la réforme. Mais par rapport à tout cela, je crois ils font des rapprochements, des liens à tout cela. Non, il ne faut pas relayer ça si vous-même, vous ne trouvez pas ça pertinent. L'interdiction des meetings ne se fait pas seulement au détriment de l'opposition. Même les partis de la mouvance ne sont pas autorisés. Ah bon? Oui. Mais on n'entend pas de plainte à haut niveau. Non, mais parce que nous, on respecte. Vous ne le demandez plus. En notre sein, quand on a une activité et qu'on sait que ça enfreint les lois de la République, on l'annule. Je peux vous donner un exemple en cours. Les jeunes de la 6e circonscription, puisque je suis élu de la 6e, avaient l'intention d'organiser une journée à eux, une journée internationale de la jeunesse, et ils sont allés nous voir, nous les acteurs, leurs aînés, et ils nous ont posé le problème en nous disant surtout qu'ils avaient l'intention de faire une activité qui soit au-dessus de ce que leurs collègues du zoo avaient fait il y a quelques mois en arrière. Ça a dit c'est fini. La période dans laquelle on est, vous ne pouvez plus faire une activité de masse où vous réunissez 300, 500, 1000 personnes, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que la loi l'interdit. À quel niveau? Laquelle des lois? Sur les manifestations. C'est juste que je ne suis pas capable de vous donner les références précises. Sur la loi sur les manifestations, il est dit que vous ne pouvez pas faire de réunion publique dans un délai, je crois, même d'1 an avant les élections, en lieu public. Voilà. Et si vous voulez le faire, vous le faites en lieu couvert. Donc c'est cette loi qui s'applique à la mouvance et à l'opposition. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, je serai prêt à répondre à ceux qui apporteront la preuve qu'il y a eu des manifestations de la mouvance qui ont été autorisées là où on refusait celles de l'opposition. Si effectivement il y a eu des cas comme ça, il faudrait que les maires qui ont autorisé dans un cas et qui ont interdit dans l'autre puissent se justifier. L'application de la loi, elle est la même pour tout le monde. Alors, pour poursuivre avec les questions de Billy Laibi par rapport au code électoral, Président Victor Tompanou, l'inquiétude de l'opposition, c'est qu'il y a une disposition qui inquiète plus d'un. Ce n'est pas que les opposants, même la conférence épiscopale, même la société civile, celle de l'épineuse question des 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Certains perçoivent cette disposition comme une entorse à la Constitution qui exige 10%. Au plan national, on estime que en exigeant 20% dans chacune des circonscriptions électorales, c'est que à ce niveau-là, c'est 20% qui est exigé au plan national. Et lorsqu'on regarde un peu, on scrute un peu les résultats précédents, aucune formation politique n'a pu obtenir 20%. Et donc, on s'interroge avec beaucoup d'inquiétude de savoir, au cas où, en 2026, aucune formation politique n'obtiendrait 20%, que va-t-on faire? Au cas où il n'y a que l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain qui, par accord, arrivaient à obtenir les 20% et que les démocrates se retrouvaient exclus, alors qu'ils ont obtenu de forts taux dans plusieurs circonscriptions électorales, excepté une seule. Qu'est-ce qui va se passer lorsque leurs militants vont prendre la rue éventuellement encore? Je pense, si vous voulez mon avis, que cette affaire a été prise par le mauvais bout. Comment? On ne parle de cette loi que dans un cas d'école.
c'est-à-dire le cas où, ce que vous venez de rappeler, que personne n'a les 20% dans toutes les circonscriptions, ou alors que les deux partis soutenant la mouvance l'ont et pas la... Pourquoi vous ne prenez le problème que par là? De quoi il s'agit? On a dit que pour les législatives, pour prétendre au partage des sièges, il faut avoir 20% dans toutes les circonscriptions législatives, c'est-à-dire les 24 circonscriptions électorales. C'est de ça qu'il s'agit. On a dit 20%. La première hypothèse à laquelle nous, on a pensé quand on faisait cette loi, c'est combien de partis peuvent avoir 20% dans 100%. Il y en a combien? Il y a 5 possibilités. On a dit 20%. Donc, pour avoir 100%, il faut 5 partis qui aient 20%. Ça, c'est l'hypothèse haute. Oui. Après, tout le monde sait que l'hypothèse haute se réalise très rarement. Parfois même presque jamais. Mais entre cette hypothèse haute et l'hypothèse basse que vous retenez, où personne n'a 20%, où seulement les démocrates ne l'ont pas, il y a d'autres intermédiaires. Lesquels? La possibilité qu'il y ait 4, qui est 20%, qui est 3, qui est 20%, avant même qu'on ne tombe à 2. Personne n'évoque l'hypothèse où 4 ont les 20%. Personne n'évoque l'hypothèse où 3 ont les 20%. On n'évoque même pas l'hypothèse haute où 5 peuvent avoir 20%. On n'évoque que les 2 dernières hypothèses. C'est ça qui est un peu curieux dans la démarche. Comment ça se fait que de façon collective, on ne s'en tienne qu'à ça? Parce que quand on a fini de dire ça, on fait abstraction d'une réalité démocratique. C'est comme si ceux qui font cette critique ne sont pas vraiment démocratiques. C'est-à-dire? C'est qui décide les 20%? C'est qui? C'est les électeurs. Ou bien, c'est pas vous qui votez. Les électeurs. Oui ou bien. C'est-à-dire que dans tout ce débat, moi je n'ai pas encore entendu un acteur replacer je dirais la conscience collective des électeurs au cœur du débat. C'est comme si les électeurs n'existaient pas. Et que brusquement, la loi, là, c'est seulement la mouvance qui va l'appliquer à son profit. Non, ce sont les électeurs qui vont voter. Et il se pourrait aussi, dans cette hypothèse-là, et c'est pour ça qu'ils ne le disent pas, il se pourrait que dans cette hypothèse, il n'y ait que les démocrates qui aient 20% partout. Non, président Victor Tokpanou, c'est une hypothèse absolue. c'est une hypothèse aussi. Oui, donc pourquoi est-ce qu'on ne s'attarde que sur les hypothèses minimalistes? Moi, c'est ma préoccupation. Pourquoi? Parce que le Béninois serait devenu si brusquement bête qu'il ne comprend pas les enjeux? Lorsqu'on prend votre hypothèse où 20%, l'option haute c'est 5, et que on peut obtenir peut-être 3 ou 4. Ici, le problème, Victor Tokpanou, c'est que il faut avoir 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Et donc, il peut avoir un parti politique qui, dans une circonscription électorale, a 60%, dans une autre a peut-être 15, ou peut-être dans une autre, on se retrouve, ou peut-être elle a peut-être 20 dans chacune, et peut-être parce que dans une, elle a peut-être du 9,90, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais vous revenez aux mêmes choses. Est-ce que vous ne voyez pas pour des élections législatives? C'est ce que je vous dis. Où les gens de la 6e, par exemple, qui ont voté massivement pour le retour éventuel de Victor Prudent Tokpanou, se retrouvent à avoir comme représentant un autre député au moment où elles, à près de 90% dans la 6e, ont voté pour vous. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un troncage de l'esprit de la démocratie à la base avec cette loi, cette disposition? Moi, je pense que vous avez très bien compris, parce que vous relayez des inquiétudes légitimes qui ont été... Des frustrations éventuelles, voilà, qui peuvent advenir. Qui peuvent advenir, oui. Mais qui n'adviendront pas. Simplement parce que vous faites abstraction de la conscience collective. C'est les Béninois qu'il faut expliquer-leur que si vous voulez, l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui, c'est d'avoir des partis nationaux, que si vous savez, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Vous avez une sœur qui vit dans la Donga, vous allez aux élections, vous l'appelez, elle va faire campagne pour vous là-bas. Maintenant, on a voulu des partis nationaux. Il y a une représentation physique de tous les partis et de toute façon, c'est une incitation à cela. Nous avons une présence quasi nationale. Et donc, si vous expliquez aux électeurs, les électeurs comprendront. Moi, c'est le fait que vous fassiez
une fixation sur le fait que les Béninois sont incapables de comprendre les enjeux et donc vont voter avec des risques. Non, les Béninois sont des gens très intelligents. Nous sommes un peuple suffisamment intelligent collectivement. La preuve, nous avons apporté la preuve depuis 1990 de ce que nous pouvons faire collectivement, là où beaucoup d'autres peuples en Afrique ont échoué. Et donc, pour moi, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est au lieu de perdre le temps à anticiper sur des frustrations, à anticiper sur d'éventuelles crises. Mais si vous prenez tout ce temps pour expliquer aux populations, voilà les enjeux, voilà le nouveau code que nous avons voulu, voilà l'esprit, voilà ce qu'on attend de vous, moi je reste convaincu que les Béninois comprendront. Ils comprendront, mais juste que on se dit que la loi n'a pas pris en considération les partis politiques actuellement en vigueur au pays. Si il y avait que l'Union progressiste de renouveau, le Bloc républicain et les démocrates exclusivement en compétition pour 2026, on pourrait peut-être comprendre. Mais il y a également Renaissance nationale, il y a également Mouel Bénin. Alors, lorsque toutes ces formations politiques, pratiquement près d'une dizaine, si on doit prendre également ceux qui sont du côté de l'opposition, compétissent, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aura un émiettement des voix qui amènera à ce que l'obtention des 20% sera véritablement une épreuve rude? Oui, mais en même temps, si vous voulez, retournons à la petite expérience que nous avons dans le cadre de cette réforme du système partisan. Beaucoup n'ont pas pensé que les démocrates auraient pu avoir des députés en 2023. Beaucoup ne l'ont pas pensé. Beaucoup ont pensé qu'on allait faire le remake de la 8e législature où il n'y avait que les deux partis qui ont soutenu le président. Ils ont été surpris par le fait que les députés, les démocrates aient eu 28 députés. Mais ça, c'est le fait de qui? C'est pas le fait de la mouvance. Oui, mais en ce moment, il n'y avait pas encore les 20%. Non, il y avait 10%. Oui. Et pourquoi du jour au lendemain, d'une élection à une autre, on double? Pourquoi ne pas mener ça à 15, par exemple? C'était 10% au plan national, pas dans chacune des circonscriptions électorales. Oui, je suis d'accord. Là où je ne vous comprends pas, c'est que vous fassiez croire que le fait d'avoir doublé est un handicap en lui-même. Non. Lorsqu'on a fait les 10%, je vais vous surprendre. Et moi-même, je n'étais pas tout à fait d'accord aux 10%. Donc, j'ai été surpris quand il y a eu 3. Parce qu'on l'a appliqué une fois. Et si on n'avait pas appliqué. Et quel est l'objectif avec les 20? Qu'on obtienne 2 partis politiques désormais? Non, c'est-à-dire que si vous aviez eu un code électoral dans lequel nous avions mis 40%, ou 50%, ou 51%, on aurait su d'office que nous voulons qu'un seul parti unique. On est d'accord? Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas dit 50%. On n'a pas dit 60%, on a dit 20%. Jusqu'on estime que les 20%, ça existe nulle part, selon certains observateurs. C'est ce qui existe ailleurs que nous devions faire. On n'avait pas les mêmes problèmes. Quand nous avons voulu notre réforme du système partisan, c'était pourquoi? Parce que nous avions constaté des tares dans le fonctionnement du système partisan. Nous avions remarqué, par exemple, nous avions beaucoup reproché l'inexistence d'un fonctionnement démocratique des partis politiques. Nous avions remarqué que pour beaucoup, c'était juste des clubs électoraux. Nous avions aussi constaté qu'aucun parti, parce que totalement émietté, n'avait jamais réussi à porter son candidat à la présidence de la République. Nous avions fait un certain nombre d'observations. Nous avions expliqué également que l'inexistence du financement public handicapait l'action nationale de beaucoup de partis. Donc on s'est dit, on met tout ça dans un sac et on propose des réformes pour les corriger. Mais une fois de plus, du point de vue démocratique, il pourrait y avoir d'autres solutions. Et personne n'avait dit qu'il n'y avait qu'une seule solution. Mais le régime en place a fait une option. Il est clair que si cette option, le discours de l'opposition aurait consisté à dire « cette option n'est pas la nôtre ». Nous l'appliquons parce que nous sommes des légalistes et que vous êtes au pouvoir, vous avez pris. Mais le jour où nous, on viendra au pouvoir, voilà ce que nous allons faire. Et personne ne pourra s'y opposer. La société civile dira qu'elle n'est pas d'accord, le clergé dira qu'il n'est pas d'accord, l'opposition dira qu'elle n'est pas d'accord, et pourtant, ils ont la légitimité démocratique pour proposer des réformes. C'est tout. Moi, je pense que c'est dans cet esprit qu'il faut mais pour une réforme qui doit éprouver tout cela, est-ce qu'il n'est pas quand même utile de peut-être écouter un peu ce qui est dit par ces voix dissonantes là pour prévenir de crise, parce que tous ceux qui alertent aujourd'hui ne veulent pas que ce qui s'est produit en 2019, en 2021 se reproduise aujourd'hui en 2026 et que ce premier essai des élections générales de 2026 soit véritablement une fête. C'est possible. C'est possible. Vous pouvez aussi faire asseoir des gens et ne rien tirer de ça. Vous pouvez faire asseoir les gens
et tirer de ça une solution qui, à l'application, s'avérera pas aussi pertinente. Pourquoi au niveau de la moisse, vous ne pouvez pas avoir de bonne foi en amenant peut-être à 15%, en ramenant à 15%? Non, c'est pas une question de bonne foi. Je ne vous laisserai pas dire ça parce que c'est comme si c'était fait de mauvaise foi. Non. Quand on a fait 10%, on a eu des résultats. On a essayé 20%, si on n'a pas de résultat, on va corriger. Monsieur Tokwane, c'est-à-dire que vous faites une crispation. Et ça ne permet pas un débat, contradictoire. De ces 20% qu'exige le code électoral. Vous pensez réellement que les populations comprennent réellement ce que ça demande, ce que ça... Oui. Pour avoir été aux élections... Vous pensez qu'ils comprennent réellement? On ne parle pas seulement d'aller voter. Hein. Non, je sais. Est-ce qu'ils comprennent réellement le contenu? Oui. Si vous êtes, le jour où vous irez aux élections, vous allez voir vos contacts avec les populations. On a souvent dit que c'est des analphabètes, mais la conclusion que moi j'en tire, c'est qu'ils sont analphabètes, mais pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Non, pas du tout. Je vais vous donner une anecdote. Vous savez, à la veille des élections de 2023, il y avait deux bonnes dames de mon quartier qui avaient travaillé avec moi tout le temps jusqu'à l'avant-veille des élections, le vendredi soir. On avait les élections le dimanche. Le vendredi soir, elles sont allées me voir. Elles me disent, bon, président, nous t'aimons bien, nous avons travaillé pour toi. Mais nous avons une certitude, c'est que toi, tu es tête de liste, tu seras élu quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'on vient t'informer qu'on ne va pas voter pour toi. On va voter pour les démocrates. Il faut que les démocrates aussi aient un peu. Des gens qui ont travaillé avec moi, qui ont eu l'honnêteté de... C'est pour ça que quand vous avez vécu ces épisodes-là, ce qu'on raconte sur les Béninois qui ne comprennent pas, c'est des histoires. C'est des histoires. C'est des histoires. Les Béninois comprennent très bien les enjeux. Trop bien même. L'essentiel, c'est qu'on leur explique chaque communauté dans sa langue et qu'on ne dise pas demain, vous sont allés parler en français, on n'a pas compris. Si vous leur parlez dans la langue qu'ils comprennent, vous aurez les résultats que vous voulez. Tous ceux qui pensent le contraire, c'est ceux qui ne sont jamais allés aux élections. Et peut-être que avant que je n'aille aux élections, il y a quelques années en arrière, j'aurais pensé de la même manière que vous. C'est pour ça que moi, je ne suis pas inquiet. Au lieu de prendre le temps à gloser sur les frustrations possibles, les crises à venir, etc., expliquer les enjeux. Expliquer les enjeux. Les Béninois sont des gens très intelligents. Très intelligents. C'est ce que j'appelle l'intelligence collective du peuple béninois. On a posé la question au chef de l'État, au cas où personne n'a 20%, il a dit la Cour constitutionnelle va arbitrer. Et vous avez suivi également les commentaires à ce niveau. Oui, évidemment. Je pense qu'avant qu'il ne dise ça, il y a une dame qui a dit ça dans la salle. Je pense que le président a fait une réponse en fonction de l'atmosphère. Et puis après tout, oui, la Cour pourrait se prononcer, sauf que je suis incapable de vous dire ce que la Cour serait amenée à dire. Parce que, pourquoi est-ce que la Cour devrait se prononcer? Est-ce que la Cour pourrait reporter les élections, l'organisation des élections, si elle est saisie, dans un cas d'espèce par exemple? Je n'ai pas envie d'évoquer ces hypothèses-là parce que vous alimentez la psychose. Je pense qu'on n'aura pas une hypothèse comme ça. Je reste convaincu. Si toute la classe politique fait son travail... Sinon, le report des élections est possible avec la Cour constitutionnelle. De quelles élections? Des élections générales. Mais non, pourquoi? Non, elles sont constitutionnalisées. Oui, elles sont constitutionnalisées, mais au cas où aucune information politique n'obtient 20%, est-ce qu'on peut reporter l'année électorale? Non, pourquoi vous partez des législatives à l'année électorale? L'année électorale, c'est 3 élections. Justement. C'est communal, qui respecte des règles différentes. Des législatives, c'est 10%. Mais si déjà au niveau des législatives, on a déjà un problème. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on a eu des problèmes au communal. Et ça ne veut pas dire qu'on aurait des problèmes au présidentiel. C'est pour ça que je ne comprends pas l'idée selon laquelle on parle d'une crise aux législatives et puis on reporte l'année électorale. Ça n'a pas de sens. Donc les législatives pourront être organisées après? Oui, éventuellement, s'il y a un problème avec les législatives. Et moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a un problème, effectivement, ça pourrait être organisé. Personne ne peut partir des problèmes liés à une élection pour reporter toute une année électorale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Tout à fait. Et je pense que le président de la République n'a jamais dit ça non plus. Non, ce sont des inquiétudes. Non, la question a été posée aux législatives. Justement. Le président n'a pas répondu pour la présidentielle. Il n'a pas répondu pour les communales. Il a répondu à une question précise. Et donc, il y a des gens qui ont intérêt à entretenir une psychose parce que ça fait leur jeu et on lance toutes sortes de débats
parfois, moi, je m'y perds et je me demande si nous avons la même intelligence parfois, mais bon, non, je me dis qu'il n'y a pas de problème majeur. On ne peut pas partir d'une crise pour les législatives et reporter toute une année électorale. Monsieur Tokwane, en dehors du code électoral, système, réforme du système partisan, moi j'aimerais vous poser une question sur la sécurité nationale. C'est quoi, selon vous, les enjeux clés pour la sécurité nationale au Bénin aujourd'hui? Si vous voulez parler de la crise du terrorisme au nord du pays, je pense que le gouvernement fait l'essentiel, en tout cas tout ce qu'il peut, tout ce qui est en leur pouvoir. Mais comme je dis toujours, c'est pas le gouvernement, ni nous, ni le gouvernement précédent, encore moins le gouvernement à venir, qui maîtrise le programme des terroristes. L'agenda des terroristes n'est pas le nôtre. Il y a quelques années, ils n'étaient pas chez nous. Donc pourquoi brusquement c'est chez nous? Et demain peut-être un autre pays. Donc il y a un agenda caché des terroristes. L'essentiel c'est que nous soyons prêts toutes les fois où nous serons attaqués à pouvoir contre-attaquer et éventuellement, au mieux d'ailleurs, anticiper sur les attaques pour qu'on ne soit pas obligé de réagir. Parlant de sécurité, je parlerai également de stabilité du prochain régime. On a vu que Patrice Talon, il a pu tenir son pouvoir de main de maître. Il a esquivé, il a échappé, si on peut le dire ainsi, à une tentative de coup d'État. Et certains observateurs s'interrogent et invitent la classe politique à tenir compte des enjeux, notamment de la crise du terrorisme et également des relations avec le Burkina et le Niger, afin que le régime qui va venir ne soit pas un régime comme à la Bazoum. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez dans le régime à la Bazoum? Un régime élu, un successeur désigné, élu, mais qui se fait évincer sous prétexte qu'il y a la crise avec le terrorisme, il n'y a pas une bonne option. Oui, là, vous avez bien parlé vous avez utilisé le mot juste, sous prétexte. Si chacun se lève pour faire les choses sous prétexte, évidemment, on ne s'en sortira pas. Non, croisons le doigt que nous ne soyons pas dans le même cas de figure que le Burkina, encore moins que le Niger ou le Mali. Mais comme on dit toujours, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, prenons nos dispositions pour que ça ne nous arrive pas. Je ne peux que vous dire ça, mais en dehors de ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution magique. Qu'il y ait une solution magique. Prudent Victor Tokwane, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire quelques mots à l'endroit de vos militants de la 6e circonscription électorale qui ont bien voulu suivre cet entretien également et à l'endroit de tous vos étudiants et sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien de ce dimanche. Non, je pense que si j'ai un message, c'est un message d'apaisement, un message de confiance en soi, qui soit collectif. Il ne faut pas se laisser aller à la psychose. Je ne suis pas sûr que les dirigeants au pouvoir aient l'intention de faire des choses qui conduisent le pays dans des difficultés, au contraire, sauf à être de mauvaise foi, mais je ne pense pas que nous soyons de mauvaise foi, ni d'ailleurs la mouvance que l'opposition, c'est une classe politique, et donc gardons notre sérénité comme nous avons pu le faire depuis 1990-91, et je crois que comme disait le président Patrice Talon la dernière fois, le meilleur est à venir. Et je pense que nous avons les bases aujourd'hui pour aller beaucoup plus loin, beaucoup mieux et ensemble, collectivement.